Donc, à nouveau, merci d'être aussi nombreux à porter de l'intérêt à la philosophie. Merci à l'équipe de communication qui a organisé cette conférence qui porte sur la solitude. Alors, avant tout de suite de commencer, si des personnes ont le désir de poser des questions pendant le propos, qu'elles n'hésitent pas. Si une réponse courte peut être donnée, je la donnerai, sinon je marquerai la question et à la fin du propos, nous pourrons y revenir. Il est important que vous puissiez intervenir, sinon, n'est-ce pas, ça n'est pas philosophique. Puisque, comme vous le savez, la philosophie a commencé par des dialogues. N'est-ce pas? On se met à plusieurs à chercher la vérité. Là, nous allons chercher la vérité à propos de la solitude. Alors, pour lancer l'exposé, une phrase de Schopenhauer qui n'est pas dans le livret, mais elle est facile à retenir. Une phrase un peu provocatrice, qui est la suivante. Schopenhauer, je marque peut-être son nom. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle. C'est un des rares philosophes qui pense que ce monde-ci est le pire des mondes possibles. Ce qu'on appelle une philosophie radicalement pessimiste. Le meilleur moment de la journée, c'est quand on s'endort, dit-il. Bon. Alors, que dit-il sur la solitude? La solitude a un double avantage. Premièrement, on est avec soi-même. Deuxièmement, on est sans les autres. Et alors, je trouve que c'est très paradoxal parce que beaucoup de personnes aujourd'hui diraient tout le contraire. Être avec soi, c'est s'ennuyer. Et je suis venu à pied ici avec une dame qui m'a dit ça. Je vis toute seule, vous savez, je ne sais pas comment occuper mon temps. Donc on s'ennuie plutôt quand on est avec soi, ce qui, entre parenthèses, montre peut-être le peu d'intérêt que nous nous portons à nous-mêmes. L'expression extraordinaire « je m'ennuie », c'est-à-dire que je ennuie moi. Mon moi ennuie mon propre moi. Mais qui sommes-nous donc pour porter aussi peu de valeur à notre propre moi? Alors que par ailleurs, nous sommes égoïstes, n'est-ce pas? Bon, c'est curieux. Et donc, aujourd'hui, d'autres personnes diraient, non seulement je n'aime pas être seul avec moi, mais j'aime bien être avec les autres, avec les amis, en société, en compagnie. Et alors, je conclurai en disant, en portant un jugement sur la pensée de Schopenhauer, et en concluant s'il dit la vérité ou pas. Parce que je pense qu'on peut finalement, mais seulement à la fin, conclure par un énoncé de vérité philosophique. Enfin, ce sera évidemment à vous et à nous de juger. Il y a une seconde pensée que j'aime bien aussi, que je peux vous donner comme ça pour lancer la conférence, une pensée de Goethe, philosophe allemand encore un allemand. C'est comme ça, hein, la philosophie est pleine d'allemands. Hein. Mais on va s'arrêter sur quelques Français. Goethe, qui dit dans ses pensées, il dit le plus grand supplice, et je vais vous demander de trouver la fin de la phrase, le plus grand supplice, c'est d'être seul. Où ça, à votre avis? Pas avec les autres, pas avec soi-même, ni dans la foule, pas au milieu des autres, pas avec sa conscience. Le plus grand supplice. Hein, Je vois que c'est un peu inattendu, sa formule. Comment? C'est le plus grand supplice. C'est vrai? Non, pas pour Goethe. Ça mériterait un développement, votre intervention. Comment? Mal accompagné, dit un jeune homme. Qui sait de quoi il parle, peut-être?
Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Bon, Goethe disait, le plus grand des supplices, c'est d'être seul au paradis. Et alors, pour montrer que les pensées que je vous donne là, ce n'est pas très sérieux, parce qu'on ne fait pas, contrairement à ce qui se passe peut-être sur les radios à France Culture, on ne fait pas de la philosophie sérieuse avec des petites phrases comme ça. Mais c'est pour lancer le propos, hein, lancer la conférence. Pour vous montrer que ce n'est pas très sérieux, je montre que cette phrase de Goethe peut avoir deux sens complètement différents. Quand nous disons le plus grand supplice, c'est d'être seul au paradis, ça peut avoir un beau sens, un bon sens, c'est que nous n'avons personne avec qui le partager. Comme dirait le jeune homme, n'est-ce pas, il nous manque de la compagnie pour jouir des biens du paradis. Mais il peut y avoir un autre sens. Peut-être quelqu'un le voit, un sens qui est assez immoral, mais qui est possible aussi. Peut-être que nous sommes incapables de jouir de quelque chose si personne ne nous l'envie. Il nous faut des envieurs, des gens qui voudraient bien avoir ce que nous avons. Bon, je pense que personne n'est vraiment indifférent à cette pensée. Je ne pense pas. Rousseau appelait ça l'amour-propre. L'amour-propre, qui n'est en effet pas très propre d'ailleurs, qui est un peu sale, c'est de vouloir que les autres nous préfèrent à eux-mêmes, que les autres envient notre bonheur. Bon. Donc vous voyez, une petite remarque, si on fait de la philosophie avec des petites phrases comme ça, la solitude a deux avantages, être avec soi-même et sans les autres, ou la solitude au paradis, c'est le plus grand des supplices, c'est de la mauvaise philosophie parce que c'est une philosophie alors on dit, il y a un terme, par aphorisme. Des petites phrases comme ça qui sont brèves, percutantes, qui étonnent, hein, on n'y pensait pas, mais elles sont inachevées. Elles sont pas, on ne connaît pas leur sens précis. Et elles sont unilatérales. Et c'est un seul point de vue. On peut s'y opposer, évidemment. Donc, c'est uniquement pour le début. Et j'aimerais pouvoir dire, en fin de conférence, si ces aphorismes sont vrais ou faux. Quelle est leur part de vérité? Monsieur? Alors, je n'entends pas bien votre question. Oui. Alors vous dites qu'être seul en enfer, ça doit être pire, c'est pas mal du tout. Bien sûr, bien sûr. Oui. On ne peut même pas avoir une bonne compagnie avec laquelle souffrir, ce qui pourrait adoucir un peu nos souffrances. Oui, vous avez parfaitement raison. Bien sûr. Je pense à des blagues à ce propos, mais si je les raconte, je risque la digression, donc je ne le dirai pas. Alors nous commençons, pas par de la philosophie tout de suite. La philosophie est un peu difficile, tout comme vous le savez toujours un peu. Elle essaie d'aller au fond des choses, de savoir ce que c'est, en l'occurrence, finalement, au fond, la solitude, et s'il peut y avoir une bonne solitude ou une mauvaise solitude. Et on ne peut pas immédiatement faire de la philosophie. Alors j'ai pensé, pour mettre plus en valeur le propos philosophique, de proposer d'autres genres de vérités. Il n'y a pas que les vérités philosophiques. Il peut y avoir des vérités, évidemment scientifiques, littéraires. Alors première remarque que vous trouverez dans votre livret, les sciences sociales, l'histoire, la sociologie, étudient la solitude. Et je pense, enfin c'est à vous de juger, mais je pense que ces sciences confondent la solitude et l'isolement. Donc on parle de l'isolement des personnes âgées, l'isolement des malades, donc je donne plein de cas, les personnes âgées, les célibataires, l'isolement des personnes qui sont en prison. Beaucoup de personnes sont isolées, donc ça veut dire sans autrui, séparées d'autrui, et elles en souffrent. Mais là où, sans doute, ces sciences ont une limite,
c'est qu'elles ne peuvent pas savoir si la solitude, c'est l'isolement. En effet, on peut être isolé et ne pas du tout se sentir seul. On peut même vouloir l'isolement. Et vouloir la solitude. Encore un autre cas. Bon, par exemple, et je vous assure que ce n'est pas vraiment une sorte, c'est pas une occasion liée à l'actualité qui est exprès, mais c'est un cas assez clair. Dans l'isoloir, nous sommes isolés, c'est le nom. Sommes-nous dans la solitude? Pas du tout. Nous sommes entourés il y a des bruits tout autour, n'est-ce pas, les assesseurs, les présidents. Et ce que nous faisons est une activité qui, en principe, alors je le rappelle un peu peut-être, nous met en relation avec ce que Rousseau appelle la volonté générale. C'est-à-dire, nous devons, dans le secret de notre conscience, nous demander quel est l'intérêt général, quel est pour le peuple le plus grand bien. Alors, je précise peut-être parce que c'est mal connu, le vote n'est pas du tout un sondage d'opinion. Il ne s'agit pas de donner notre opinion sur tel ou tel candidat qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, ou tel programme qui nous arrange ou qui ne nous arrange pas. Notre intérêt particulier doit passer après. Il s'agit de donner notre jugement sur, non pas la somme des volontés particulières, c'est pas ça la volonté générale, mais sur la volonté de ce qui est général. La volonté générale signifie volonté de ce qui est général, volonté du bien commun. Je le dis comme ça entre parenthèses, parce que je pense que parfois des personnes, aujourd'hui, tendent à l'oublier. La parenthèse politique est fermée. Alors, pour résumer, l'isolement et la solitude sont vraiment des réalités dites très différentes. Et la solitude, qu'on soit isolé ou pas, qu'on soit dans la foule, comme tout à l'heure ça a été dit ici, ou pas, est vraiment une réalité ambivalente. Elle a des valeurs contraires. Donc, ambivalence de la solitude. Des personnes la craignent évidemment, la redoutent, c'est en général le cas, mais des personnes aussi la souhaitent, la veulent. L'ermite veut sa solitude. Ce n'est pas une solitude complète puisqu'il est avec Dieu. Pas mal. Bonne présence. Bon. Bon, je cite le cas parce qu'il est connu. Un philosophe a décidé de s'isoler du côté des Pays-Bas pour pouvoir écrire tranquillement le premier livre de philosophie écrit en langue française. Alors qu'auparavant, les livres étaient écrits en latin ou en grec ou une autre langue de spécialistes. Connaissez-vous ce philosophe qui s'est isolé dans un... Comment? Non, pas Spinoza. Descartes, absolument. René Descartes. Voilà. Donc, dans ce qu'il appelait son poêle. Alors, le poêle, ce n'est pas la machine à chauffer. Hein. Le poêle, c'est la salle dans laquelle il était. Et personne ne pouvait le joindre, n'est-ce pas, le courrier ne parvenait pas, il tenait beaucoup à ce qu'il appelait sa tranquillité. Pour pouvoir rédiger donc ce premier ouvrage écrit en langue française, dit-il, pour que même les femmes puissent le lire. Parce qu'à l'époque, elle n'allait pas, comme vous savez, à l'école. Donc le titre de l'ouvrage, c'est le 1637, premier ouvrage de philosophie en langue française. Les patriotes, levez le doigt. Donc le discours de la méthode. Qui est, je l'ai fait travailler une fois avec mes élèves, c'est très très difficile. En fait, il est très très bien écrit, avec de très grandes phrases, très compliqué. Et paradoxalement, l'autre ouvrage du grand philosophe français, les Méditations métaphysiques, quand elles sont traduites en français, sont beaucoup plus faciles à lire. Les phrases sont moins longues. Bon, c'est un paradoxe. Bien. Donc, paradoxe et ambivalence de la solitude.
la solitude de l'exilé aussi, qui évolue. Bon, les malades, évidemment, les pauvres, qu'on ne voit jamais, enfin, évidemment, toutes ces réalités sociales que nous connaissons. Et pour finir sur ce premier point, pourquoi on pourrait commencer une enquête sur l'isolement et le sentiment de solitude en France, par exemple, chez les célibataires, chez les personnes âgées, chez les malades. Mais je crois qu'on serait sans cesse dans l'ambivalence, parce qu'on ne saurait pas si ces personnes souffrent ou non de leur solitude. Et en plus, ce n'est pas parce qu'elles sont isolées qu'elles seraient forcément dans la solitude pour elles-mêmes. Alors pour deux raisons, je pense que la solitude est un sentiment individuel qu'on ne peut pas évaluer de l'extérieur. Quelqu'un d'isolé, on ne peut pas savoir s'il se sent seul ou pas. Et deuxièmement, la solitude est l'objet d'un jugement moral. Des personnes en souffrent et des personnes, au contraire, la recherchent. Alors là commence peut-être une question qui n'est pas de la sociologie, mais de la psychologie. Est-ce que par hasard, il y aurait parmi nous des personnes qui ont une tendance à préférer la solitude, être souvent avec elles-mêmes, plutôt que la communication, ou au contraire des personnes qui sont plutôt sociables, vous voyez. Alors j'essaierai de répondre à cette question par un petit détour, une petite interprétation psychologique qui pourrait expliquer peut-être nos différences individuelles. Pour me faire comprendre peut-être un petit peu mieux, parce que c'est peut-être un peu rapide ce que je raconte là, en disant que l'histoire et la sociologie ne servent pas à grand-chose, une petite comparaison, c'est comme disait Durkheim, le grand sociologue, Émile Durkheim, la différence entre le deuil et le chagrin. Le deuil, on peut l'observer, on peut l'étudier. C'est un comportement public, social, qui dépend des sociétés. Il est même obligé. Si nous perdons un proche et que nous ne manifestons pas extérieurement le deuil, la société nous réprouve. Évidemment. Bon, parfois, il faut, dans certaines sociétés, payer des pleureuses pour manifester encore plus, n'est-ce pas, la douleur publique. Mais le chagrin, ça n'est pas une obligation sociale, c'est le sentiment que chacun de nous a, la douleur singulière que nous éprouvons à la perte d'une personne singulière. Personne ne le sait. Il peut être muet, caché. Il peut ne pas s'exprimer du tout et être dévastateur, terrible. Et Durkheim le dit. Durkheim dit, la sociologie peut étudier le deuil, comment il se manifeste publiquement. Elle n'a pas les moyens de mesurer, d'observer et donc de connaître le chagrin, qui est une expérience privée, qui échappe à l'observation, à la mesure et donc à la vérité scientifique. J'espère que la comparaison est parlante, il me semble. D'autant plus que l'expérience du deuil ou du chagrin est une expérience de solitude. Quelqu'un nous manque. Alors, maintenant, une autre pensée, mais qui va nous servir à poser le problème de la solitude. C'est un problème parmi d'autres, évidemment. Une pensée un peu choquante, peut-être encore plus que celle de nos deux philosophes précédents. Blaise Pascal, alors je le lis avec vous, page 2. Et on essaie toujours en philosophie de poser des problèmes plutôt que simplement de parler à propos de thèmes. Donc c'est le second paragraphe de votre page 2, si vous voyez, une petite phrase de Blaise Pascal dans ses pensées. « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose. » Alors là, on est dans l'attente. Quelqu'un qui va nous expliquer enfin l'origine et la cause du malheur humain. Vite, vite, vite. Quoi? Qu'est-ce qui suit? C'est de ne pas savoir demeurer en repos dans sa chambre, dans une chambre. On ne comprend pas bien. Il nous arrive de rester en repos dans notre chambre, ce n'est pas pour autant qu'on va comprendre
la cause de la source de tout notre malheur. La pensée est très étonnante. Donc il faudrait pouvoir s'isoler dans sa chambre pour pouvoir connaître la cause et l'origine de tout notre malheur. Voilà, je pense, c'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on la comprenne. Alors pourquoi? Alors, un autre texte donne la raison, à la fin du même paragraphe. En effet, les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, la solitude, ils se sont avisés pour se rendre heureux, de n'y point penser, ne point penser à la mort, ne point penser à la misère, à l'ignorance. De là vient que les hommes aiment tant le bruit, le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient, et ce qui suit correspond vraiment à notre propos de ce soir, de là vient que le plaisir de la solitude est une chose si incompréhensible. Donc notre malheur, c'est que la mort est là, la misère, il aurait pu mettre aussi ajouter la souffrance, bien sûr, l'ignorance. On ne peut pas le guérir. Donc notre seul remède à ce malheur, c'est le divertissement. Se divertir de ses pensées en n'y pensant point et en aimant le bruit, le remuement, l'agitation. On s'occupe. Pendant les vacances, par le travail, enfin vous voyez bien, toutes sortes de... Et je ne peux pas m'empêcher à ces jeunes gens que je fréquente quand j'enseigne un peu de philosophie. À peine le cours de philosophie est terminé, ils se lèvent et aussitôt, ils mettent sur leurs oreilles les écouteurs. Vraiment, on les appelle la génération Y, vous savez, à cause de la forme qu'ont les fils d'écouteurs, la génération Y. Comme s'ils avaient peur d'écouter leur silence intérieur. Aussitôt, occuper la pensée. Alors vraiment, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une peur d'eux-mêmes. Je pense qu'ils se divertissent, au sens de Pascal. Je le crois. Ce n'est pas une preuve, hein, mais bon, c'est un sentiment que j'éprouve. Hein, mais j'en suis certain, même si ce n'est pas une vérité absolue. Alors la question, maintenant, notre problème, précisément, est-ce qu'il faut vraiment se fermer au monde extérieur, s'isoler, être en solitude, être seul avec soi-même, pour pouvoir se connaître soi-même? Se connaître, et donc mener une vie lucide, avec les yeux grands ouverts, sur ce que nous faisons, qui nous sommes. Là, il faut préciser, pour Pascal, il y avait une raison à cet enfermement. C'est parce que la cause du malheur humain, il la connaît par sa foi chrétienne. Sa foi chrétienne lui apprend que l'homme est pécheur. Il s'est passé quelque chose à l'origine, qu'on appelle le péché originel, qui fait que les hommes ont une préférence pour le mal plutôt que pour le bien. Et donc ils sont mauvais. Il y a en eux quelque chose qu'il faut sauver. Et c'est de cela, de cette méchanceté humaine, cet égoïsme, cette vanité, etc., que les hommes, enfin, laquelle les hommes et auquel les hommes ne veulent pas penser. Ils veulent s'en divertir. Alors, je vais être clair, hein, nous n'avons pas besoin de partir des prémices de Pascal, des prémices chrétiennes. Prémices avec 2 S, bien sûr, donc les points de départ de Pascal. Nous allons essayer de traiter cette question, ce problème, sans supposer que la religion chrétienne est vraie. Parce que le problème demeure quand même. Alors, pour montrer que le problème demeure quand même, et toujours d'après ce que j'avais dit en début de séance, pour donner des genres de vérité les plus variés possibles, eh bien, tout simplement, tout bêtement, commençons par une expérience.
Alors peut-être avez-vous entendu parler, j'ai amené le livre ici, Walden ou La vie dans les bois, Henry David Thoreau, bon je vais le dire à la française, Thoreau, l'Américain qui a passé 2 ans et demi dans la forêt. Alors il dit, pas dans la forêt sauvage, dans la nature sauvage, il dit à la lisière de la forêt. Et à la vérité, il était à 1,5 km du village. Il allait voir presque tous les jours ses copains, ses amis. Bon, c'est pas non plus l'ermite, hein. Bon. Et puis, pour préparer la conférence, je me suis un petit peu renseigné. En fait, on ne sait pas trop pourquoi il a quitté son village pour aller près du lac Walden. Walden, c'est le nom du lac, dans la forêt. Moi, je pense qu'il y avait des petites jalousies avec ses copains, ses copines. Bon, mais ça, il n'en dit pas un mot. Bon, très bien. N'empêche que, enfin, franchement, si nous commençons à le lire, nous sommes pris. C'est très beau, c'est très poétique, ça a eu un succès énorme. C'est un des maîtres de l'écologie américaine. Alors, il commence par s'isoler, par construire tout seul sa cabane. J'en suis absolument incapable, bien sûr. Donc, c'est pas bien, très bien, monsieur. Et puis, qu'arrive-t-il quand je vis seul parmi les cafards, les oiseaux, les poissons, les arbres? Alors, c'est magnifique. Et il y a un chapitre qui s'appelle Solitude. Alors, j'ai essayé d'isoler quelques passages. Que dit-il de la solitude? Première surprise, Monsieur Thoreau, bon, n'est jamais seul. Il n'est jamais absolument seul. Il y a même des moments où on se demande s'il n'est pas un peu fou. Enfin, vous allez voir, être seul, c'est être sans rapport avec autrui. Hein. Il n'est pas sans rapport avec autrui, puisqu'il est toujours pour lui-même un autrui. Et même un drôle d'autrui, vous allez voir le passage que j'isole, que nous allons lire ensemble. Donc c'est le premier paragraphe de la page 3. Je suis convaincu, dit Thoreau, d'un certain dédoublement grâce auquel je peux rester aussi éloigné de moi-même que d'autrui. Il est aussi éloigné de lui-même que d'autrui. Étrange, on continue. Quelque opiniâtreté que je mette à mon expérience, je suis conscient de la présence d'une partie de moi que l'on dirait ne pas être une partie de moi. C'est un peu contradictoire, hein, bon. Mais un spectateur, et qui n'est pas plus moi que vous. Bon, il y a comme une sorte de on qui est là, qui le regarde, qui n'est pas vraiment lui. Une sorte de grande présence. Allez-y, madame, oui, allez-y, je vous en prie. Très bien. Je disais que c'était le principe de Samuel Beckett qui enseigne la distanciation du comédien par rapport au personnage. Très bien. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Alors pour que les personnes qui sont au fond puissent entendre ce que vous dites. Très bien, très bien. Exactement. Madame vient de dire que c'est très proche de ce que Samuel Beckett montre dans son théâtre, une distance par rapport à soi-même. La distanciation entre la personne dans son entité, ce qu'il est, et le personnage qu'il doit jouer, pour pas qu'il y ait un danger de mélanger, qu'il ne devienne pas fou. Donc il faut qu'il ait le recul. Vous venez de dire pour qu'il ne devienne pas fou, parce qu'en effet, c'est étrange. Voilà, oui. Qu'il n'intègre pas complètement ce qu'il existe. Alors, à certains moments, est-ce qu'on peut être clair à ce propos? Je ne sais pas si la littérature, c'est de la littérature, ça n'est pas de la philosophie. Enfin, il y en a, oui, de manière implicite. Mais la littérature, l'expérience d'un romancier ne peut pas être parfaitement claire parce que le romancier exprime de très belle façon son expérience qui est singulière, unique. C'est le problème de la généralisation, on ne peut pas généraliser. Et pourtant, ce qui est étonnant, ça c'est le miracle un peu de la littérature et en général des arts, plus l'artiste dit « moi, je suis », et plus il
ne tient compte que de son moi singulier, plus il devient universel. Et plus il est possible, je ne dis pas que c'est nécessaire, mais il est possible que nous nous reconnaissions en lui. Ce qui fait que lorsque nous lisons Walden, nous sommes pris, nous reconnaissons un peu. Alors pour prolonger un peu cette remarque étrange de Walden qui dit qu'il y a une sorte de personne là, qui n'est pas lui, qui n'est pas autrui, qui l'accompagne sans arrêt, qu'il ne peut pas arriver à chasser, hein. Un dédoublement, je pense que ça a un rapport, ces dédoublements, avec un certain alter ego, donc un autre moi, un autrui, alter ego, en latin, un autre moi. Peut-être l'avez-vous deviné, cet autre moi, quand on est seul dans la nature, eh bien justement, la nature. Alors il y a plusieurs pages où il en parle comme d'une grande présence maternelle. Dans ce même chapitre, La solitude, voici une phrase de lui. Près de quoi désirons-nous le plus habiter ? Près de quoi désirons-nous le plus habiter ? C'est au bas du second paragraphe de la page 3. Sûrement pas auprès de beaucoup d'hommes, mais près de la source éternelle de notre vie. Alors je n'ai pas à vous détailler la suite, mais je pourrais vous la lire si vous vouliez. Il parle de la nature, la vie, les oiseaux, les plantes, le vent, et ça devient magnifique. Nous sommes avant tout des êtres vivants, avant d'être des êtres de science, de raison. C'est l'expérience que raconte donc David Thoreau. Est-ce que c'est aussi son choix d'avoir fait ça ? Parce que si on compare avec les enfants sauvages qu'on a retrouvés seuls dans la nature... Magnifique. Je vous remercie de votre intervention. Vous avez anticipé. Merci beaucoup. Alors, Madame parle des enfants sauvages. Alors justement, j'ai commencé tout à l'heure et j'aurais dû à ce moment-là le prolonger un peu. Thoreau n'est jamais absolument seul. Question philosophique, est-il possible qu'il y ait une solitude absolue ? Y a-t-il une solitude absolue ? Donc totale, sans réserve. Autrement dit, est-il possible qu'il y ait un moi, un ego, moi en latin, un ego, sans alter ego, sans autrui ? Ça, dans les faits, dans l'expérience, ça paraît vraiment impossible. Dès qu'un être humain naît, grandit, je crois que ça a lieu dans le ventre de sa mère. À partir de 3 mois et demi, il entend la voix de sa mère. Donc la mère est là quand même au moins. Et il y a déjà autrui. Je ne comprends pas comment nous pourrions être en solitude absolue. Alors nous allons dire Robinson. Ah non, mais Robinson, il n'a pas cessé de penser à autrui. Vendredi par-ci, vendredi par-là, enfin évidemment, hein. Toujours à l'affût du surgissement d'un humain. Robinson Crusoe. Bon, évidemment. Ah, alors, les handicapés qui n'ont pas de connexion avec leur corps. Oui. Ont-ils encore une conscience ? D'accord. Alors, bon, très bien. Alors, il faut prendre 2 cas extrêmes là, pour aller au bout de la question. Merci de votre intervention, absolument. Donc, il y a le plan de l'expérience. Je crois que le seul cas où il est possible qu'un être humain soit dans la solitude absolue, c'est dans la réalité, dans l'expérience, c'est le cas où, en effet, il n'y a plus de moi non plus. Le moi n'est pas encore formé. Parce que pour qu'il y ait un moi, un ego, un moi, il faut aussi qu'il y ait un autre moi. Le moi se formant à l'image et peu à peu en relation avec l'autre moi. C'est évident dans le rapport de l'enfant avec la mère. Alors comment appelle-t-on les êtres vivants, humains, qui n'ont pas pu avoir de relation avec un autre moi ? Madame tout à l'heure l'a dit, merci beaucoup, les enfants sauvages. Un enfant sauvage, c'est un être humain qui aurait pu
qui aurait dû devenir un être humain et qui n'en sera jamais un. Alors il y a un cas qui est connu, vous connaissez peut-être, de Victor, merci beaucoup, Victor de l'Aveyron, qui a donné l'occasion à François Truffaut d'un très beau film qui s'intitule justement L'enfant sauvage, qui est un vrai documentaire scientifique. Il montre comment le docteur Itard a tenté de permettre à Victor de prendre conscience qu'il était lui. Et il n'y arrive jamais. Victor n'arrive jamais à dire « je »,« moi ». Il répète des sons, il finit par apprendre à marcher très difficilement. Il avait été élevé par les loups, mais c'est un échec. Et aujourd'hui, il y a encore un cas aux États-Unis. Je sais que si vous tapez sur Google ou Wikipédia, il y a un bel article dans Wikipédia, génie. Alors, il faut taper génie sans accent parce que c'est un mot américain. Vous avez peut-être le seul dernier cas d'enfant sauvage connu. Donc une petite fille qui a été isolée par ses parents. Alors c'est compliqué, le père a cru qu'elle était débile mentale, ce qu'on ne sait pas. On ne pourra le savoir que lorsqu'elle sera morte et qu'on pourra étudier son cerveau. Donc le père, qui était un être violent et alcoolique, l'a enfermée dans un placard et pendant une dizaine d'années, il ne faisait que mettre de la nourriture sous la porte et la retirer dans un état de saleté indescriptible. Et un jour, la mère l'emmène avec elle dans le magasin et quelqu'un voit cette petite fille qui a par ailleurs un très joli visage. Elle n'est pas du tout monstrueuse, même si elle est par ailleurs, du point de vue biologique, un monstre. Parce qu'en biologie, on appelle un monstre un raté de la finalité. Quand un être doit devenir quelque chose et qu'il ne peut pas l'être, c'est un monstre. Un mouton à 5 pattes, c'est un monstre. Un enfant qui ne peut pas arriver à être conscient de lui-même et à parler et à marcher, c'est un enfant qui ne sera jamais un être humain. Donc, alors le mot enfant est magnifique. Enfant, ça veut dire qui ne parle pas, infant. Donc un enfant, il est fait pour parler. Pour dire vers 3 ans, je, moi, mien. S'il ne peut pas le dire, il n'est pas humain. Il ne sera jamais humain. Donc c'est un monstre. Donc Génie vit toujours. Pardon ? Très bien. Monsieur, vous avez parfaitement raison. Vous voyez, c'est ça, ça arrive toujours quand on essaye de réfléchir ensemble. Les mots ont des sens courants qui ne sont pas les vrais sens. Pour la plupart des gens, parler, c'est articuler des sons. Et un muet ne parle pas. Mais il communique. Mais pour les philosophes, parler n'est pas articuler des sons, puisqu'on peut très bien ne pas articuler des sons et communiquer sa pensée. Alors il y a un cas très connu, qui est un peu le contre-exemple de Victor ou de Génie, c'est le cas d'Hélène Keller. Ah ben oui. Évidemment. Hélène Keller, enfant sourd de naissance, aveugle de naissance. Comment on l'a fait accéder à l'humanité? Ça ne paraît pas possible. Alors il y a le film d'Arthur Penn, Miracle en Alabama, un vieux film en noir et blanc, qui raconte l'histoire. Les parents qui étaient fortunés découvrent que leur enfant ne peut pas voir ni entendre, et la mère hurle de douleur, et le père décide de mettre cet enfant dans une cabane au fond du jardin avec les animaux. Et puis une psychologue qui a failli être aveugle prend le pari de la faire entrer dans l'humanité. Quelqu'un pourrait trouver comment on peut faire entrer en humanité quelqu'un qui ne peut ni entendre ni voir? Par le toucher, oui, par le toucher, c'est ça. Alors, c'est raconté dans son... Parce que, alors, il faut le dire, Hélène Keller a écrit sa vie, tout en restant aveugle et sourde. Elle n'a jamais, n'est-ce pas, acquis l'audition ni la vision. Elle a écrit, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui ne vocifère, enfin qui ne peut émettre aucun son et qui ne voit rien. Oui, oui. Et le film se termine par un moment, enfin, quand je le montre quelquefois à mes élèves, ce film-là, tout le monde pleure à la fin, presque tout le monde, ceux qui ont du cœur. Bon.
Parce que la psychologue, pendant des mois et des mois, s'est entraînée, dès que la petite fille, donc Hélène, touche un objet, à lui prendre la main et à écrire les lettres du mot qu'elle touche. Par exemple, si elle touche de l'eau, water, elle écrit à toute allure les lettres W-A-T-E-R, qui est le mot anglais pour dire eau, comme vous le savez. Et elle demande à la petite fille, à Hélène, de faire pareil dans sa main à elle. Donc ça l'amuse Hélène, qui d'ailleurs a compris que quand elle faisait, elle était récompensée. Donc comme un chien, excusez-moi de dire ça, mais c'est comme un chien. Hein. Elle obéit, elle est dressée à faire ça, et elle apprend à faire comme ça, à écrire des milliers de mots, des centaines de mots, dans la main de la psychologue qui s'occupe d'elle. Et puis, comme par hasard, à l'âge de 7 ans, à un moment donné, alors ça se passe dans la place qui est devant la maison, il fait beau, il y a une fontaine, la psychologue remet la main d'Hélène sous l'eau, et là, Hélène s'arrête, interdite. Elle vient de comprendre qu'il y avait un rapport entre l'eau qu'elle sentait et les signes kabbalistiques qu'il fallait écrire dans la main de sa psychologue. Donc elle prend la main de la psychologue, elle écrit le mot, met la main de la psychologue dans l'eau, réécrit le mot, et on la voit qui se met à sauter, à danser, il y a de la poussière, et nous pleurons. Elle a compris ce que c'est qu'un mot. Un mot. Les signes qui sont sur la main sont des signes, ce n'est pas des contacts physiques. Ce sont des signes, et en plus des signes d'un sens, de quelque chose qui est universel. Ce n'est pas l'eau ici maintenant, c'est l'eau de toujours, l'eau en général, ce qu'on appelle un concept. Donc merci beaucoup pour l'intervention. Oui, on est parfois obligé de faire des petits détours pour préciser ce que c'est que le moi. Alors on ne peut pas aller plus loin là, mais on sait maintenant que la solitude absolue n'existe pas, du point de vue de l'expérience. Est-ce qu'il y a un autre cas de solitude absolue? Oui, c'est Rousseau qui parle de la solitude absolue. Au chapitre 8 du livre 2 du contrat social, Jean-Jacques Rousseau imagine ce que c'est que l'humanité avant qu'elle n'entre en société. Alors il est un des rares philosophes à penser que l'être humain n'est ni sociable naturellement, donc nous ne sommes pas naturellement des animaux sociaux, ni non plus naturellement insociables. Nous ne sommes pas des êtres qui redoutons, qui nous méfions des autres naturellement. Il pense que c'est ni l'un ni l'autre, nous sommes au départ associables, sans société. Il appelle ça le pur état de nature. Alors il imagine cela, il dit, c'est un homme, et je crois franchement qu'il se contredit là. Il dit, j'ai amené le texte, je peux lire le passage si vous voulez, il dit, l'homme qui n'a eu de regard que pour lui-même. Je ne comprends pas comment un homme qui n'a jamais eu de regard pour autrui peut avoir un regard pour lui-même. La phrase est là, si vous voulez. L'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit ensuite, alors il essaie de comprendre le passage de l'homme qui est à l'état de nature, seul au monde, sans autrui, à la société. Mais je crois que cet homme ne peut pas regarder vers lui-même sans jamais avoir regardé vers autrui. Ça n'est pas possible. Et alors, à la fin du paragraphe, je crois qu'on voit mieux ce qu'il veut dire. Comment nomme-t-il cet homme qui n'a eu d'égard et de regard que pour lui-même, l'homme dans le pur état de nature? Il dit, c'est un animal stupide et borné. Donc ça n'est pas un homme. On est d'accord. Je crois qu'on comprend mieux comme ça. Et donc il dit, l'état de pure nature où l'homme n'aurait aucun rapport avec autrui, ou n'aurait aucun rapport social, est un état impossible. C'est un état impossible. C'est purement fictif, c'est une pure hypothèse. Mais par contre, c'est très utile pour faire de la philosophie. Un peu comme en science, on fait des hypothèses qui sont absurdes, mais pour pouvoir raisonner après. Nous quittons maintenant le domaine de la littérature, et donc de l'expérience avec Walden,
Là, c'est la deuxième grande partie. Le lac Walden avec M. Thoreau, David Thoreau. Et je vous propose un petit détour dans les champs, dans les domaines de la psychanalyse. Un psychologue, Donald Winnicott, a été étonné d'observer que ses patients, pendant la cure de psychanalyse, vous savez, on est allongé, on ne voit pas son psychanalyste et on doit dire, quand on est un psychanalyste, toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit. Ce qu'on appelle la méthode de libre association, qui est assez étrange comme méthode. Certains peuvent penser que c'est une farce, que ce n'est pas sérieux. Bon, en tout cas, c'est la méthode inventée par Sigmund Freud pour pouvoir avoir accès à notre propre pensée inconsciente. Et donc, des patients éprouvaient du bonheur à rester dans le silence. Non pas qu'ils refusaient de parler, non pas pour embêter le psychanalyste, mais simplement être en silence avec le psychanalyste était une situation, un état qui semblait leur plaire. Alors il a, vous savez, comme tous les psychanalystes, tout ce que savent les psychanalystes, ils le savent à partir de leurs clients, de leurs patients. C'est ce qu'on appelle la méthode clinique en psychanalyse. La psychanalyse est une science clinique. Elle part des cas individuels et elle essaye, à ses risques et périls, de généraliser. À mon avis, il n'y arrive pas. En principe, ça n'est pas possible. On ne peut pas, à partir d'un seul cas, généraliser. Ou alors on le fait, mais avec beaucoup d'hypothèses et de conditions. Bon. Et en étudiant en même temps les enfants, parce qu'il s'est beaucoup intéressé aux enfants, il les a fait dessiner quand ils ne peuvent pas parler. Il faisait des jeux avec eux pour essayer de deviner quelle était leur souffrance. Il est arrivé à l'hypothèse, c'est une hypothèse, mais que je trouve très belle. Et peut-être dans l'assemblée, il va y avoir un partage entre deux sortes de personnes. En gros, à l'hypothèse suivante, la maturité affective, c'est de pouvoir être seul et bien partout dans le monde. Quel que soit le lieu où je suis, quelle que soit mon activité, je peux être avec moi-même bien. On ne dit pas heureux, mais bien. Je ne souffre pas d'être seul avec moi-même. C'est ça qu'il appelle la maturité affective. Et pourquoi serait-ce la maturité? Parce qu'elle résulte d'une expérience qui est celle de nous tous, celle du nourrisson, qui est dans une détresse totale, une totale dépendance par rapport à la mère, et qui a l'expérience, ou non, alors ça dépend de notre vie à chacun, l'expérience d'être seul en présence de la mère. Quelqu'un qui a eu la chance de pouvoir bénéficier, quand il était petit enfant, avant les 7-8 ans, enfin le moment édipien, comme on dit, le complexe d'Édipe. Donc quand il a 2 ans, 3 ans, au moment où le langage est en train d'apparaître, quelqu'un qui a pu être seul en présence de la mère le laisse jouer et n'interfère pas, ne se mêle pas dans le jeu, ne rejette pas l'enfant, est quelqu'un qui a une sécurité ontologique. Dans son être, il est solide, il est fort. Et Winnicott interprète, il pense, partout ailleurs dans le monde, cette personne, quand elle sera seule avec elle-même, aura, comme autour de lui, la présence maternelle. Être seul avec soi, c'est être comme entouré de la mère, dont je n'ai rien à craindre, qui me protège, qui est là, à bonne distance, pas trop près, pas trop loin. Alors, est-ce que les mamans du monde savent ça? Est-ce qu'elles savent qu'elles doivent laisser leurs enfants jouer à côté d'eux, sans les envoyer balader, ou sans se croire obligés de se mêler au jeu des enfants pour les éduquer? Je ne sais pas. Bon. Je crois que je n'ai pas eu cette expérience personnellement d'une mère qui m'a
laisser jouer. Non, c'était plutôt arrête de faire du bruit, va jouer ailleurs. Je suis en train de repasser ou de faire la cuisine. Et donc je suis en grande névrose personnelle. Eh oui, mais je vois que je ne suis pas seul. Merci beaucoup. C'est pas dans l'esprit certain Dieu qui joue ce rôle-là aussi. Cette présence qui leur permet d'être serein en permanence. Alors, pouvez-vous reprendre votre intervention? Bon, est-ce que ce rôle que joue la mère dans la Oui. dans notre psychanalyse, Oui. est-ce que pour certaines personnes, Dieu ne joue pas aussi Ah oui. ce rôle-là? Donc vous demandez si Dieu ne joue pas pour d'autres personnes le rôle que joue le rôle de la mère. Alors, Winnicott, je pense, dirait comme Freud, bien sûr, parce que Dieu, c'est le remplacement des parents. Dieu, c'est l'image maternelle agrandie ou l'image paternelle agrandie à l'infini. Et il pense que, à tort ou à raison, hein, alors là, après, c'est ce qu'on appelle une réduction. Les psychologues, les psychanalystes réduisent la religion à n'être qu'une transposition des expériences infantiles et de nos rapports à nos parents. Pour un philosophe, c'est un peu court. Je pense qu'on peut très bien avoir une théorie de Dieu qui n'a pas de rapport avec l'expérience de nos parents. Ah, bien sûr. Et tout à l'heure, nous parlions tout à fait en début de séance de l'ermite. Je pense que l'ermite est dans ce cas-là. La présence toute puissante, bienveillante de Dieu, oui, sans doute, à travers la nature, entre parenthèses. Et je pense, Thoreau, n'est-ce pas ici, n'est pas très loin de ça, à certains moments. Mais jamais il ne dit Dieu, jamais. Non, c'est toujours la nature, la vie. Alors maintenant, nous arrivons un peu au cœur de notre propos, parce que c'est la partie proprement philosophique. Est-ce que oui ou non, se fermer au monde extérieur, s'enfermer dans une chambre, c'est la condition de la connaissance de soi? Réponse immédiate, non. Pas du tout. Il y a un tas de personnes qui s'enferment dans leur chambre et dont on ne peut pas dire qu'ils passent du temps à se connaître eux-mêmes, qu'ils se connaissent mieux, qu'après ils sont mieux avec les autres. Alors il y a un cas contemporain, j'ai appris il n'y a pas longtemps l'expression, les no-life. Les no-life. Donc en anglais, ceux qui n'ont pas de vie. Vous voyez bien, n'est-ce pas? No-life. Ça va, même si le tableau est mal tourné, bon, très bien, no-life. Donc ces jeunes gens qui passent des heures et des heures enfermés dans leur chambre et qui ont une vie parallèle dans l'Internet, qui ont des rôles, alors il paraît qu'il y a vraiment des cas où ça atteint un degré extrême, hein, n'est-ce pas? Ils ne sortent plus vraiment de chez eux. C'est les parents qui qui passent la nourriture par les portes. Bon, donc je pense qu'on peut parler là de suicide social. Ils ne savent plus ce qui se passe dans la réalité. Ils ont une vie, peut-on dire, virtuelle. Alors peut-être qu'ils ont plein d'amis. Oui, les amis qu'on a sur Facebook. On pourrait dire, la traduction est jolie. Facebook, le livre du visage. Donc ils ont des amis sur le livre du visage. Des amis virtuels. 200 amis, qu'on n'a jamais vus. Mais 200, enfin, physiquement. Hein. Bien, alors, la réponse est non. Alors, que veut dire Pascal, alors, quand même, ou que veulent dire Schopenhauer, ces personnes qu'on a citées au début, et qui disent qu'il faut quand même s'isoler? Alors, il y aurait une façon de penser qu'il faudrait savoir, de temps en temps, faire retraite. On fait sécession, on devient isolationniste, c'est le même mot que pour un pays d'ailleurs. Hein. On se retire du monde, on s'enferme, et comme ça, on va pouvoir se connaître soi-même, et après repartir dans le monde avec une vie meilleure, parce que nous savons mieux qui nous sommes et qui sont les autres pour nous. Et alors là, ce serait évidemment
une remarque qu'il faudrait développer. Nous repartons avec une magnifique phrase de Montaigne, qui va nous laisser un peu désemparés. À la page 5, tout à fait en haut. Parce qu'on pourrait, n'est-ce pas, raisonner comme ça. Hein. Je donne un schéma très facile à retenir. Voilà ma sphère, moi, l'ego, n'est-ce pas? Et puis, autrui, évidemment, quand c'est mouillé, c'est moins facile. Autrui et moi. Bien. Et puis, on a envie de faire des flèches entre ces deux sphères, qui sont toutes les deux isolées. Là, je rentre en relation avec autrui, et après, autrui entre en relation avec moi. Mais il est toujours possible de séparer les deux. D'un côté, ma vie intérieure, que personne ne connaît, mes intentions, mon monde personnel, et de l'autre côté, le monde des autres, que je ne connais pas non plus, qui m'est inaccessible. Eh bien, maintenant, nous lisons la phrase de Montaigne, et nous nous rendons compte que c'est vraiment une conception sans doute qui est très fausse que celle-là. Donc, je lis Montaigne. « Et il se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de différences, j'ajoute un peu, de nous à autrui. » Il faut oser écrire ça quand même. Il y a autant de différences entre moi et moi-même, entre nous et nous-mêmes, qu'entre nous et autrui. Nous sommes étrangers à nous-mêmes. Alors non seulement nous sommes étrangers à nous-mêmes, comme autrui est étranger à nous-mêmes, mais en plus, vous voyez bien, il ne dit pas moi, il ne dit pas ego, il dit nous, comme si nous étions plusieurs personnes. Ce qui, je crois, est vrai. Nous sommes plusieurs. Nous avons plusieurs identités sexuées, hein, femmes, hommes, bien sûr, mais jeunes, vieux, dans le travail, notre histoire personnelle, sœurs, frères, fils unique, fille en deuil, bon, plein d'identités très, très complexes. Nous avons plusieurs personnages. Alors, que faire si ce schéma est faux? Alors je vous propose, sans avoir le temps ce soir, et il faudrait passer beaucoup de temps pour le prouver, il faudrait faire entrer dans la philosophie de plusieurs philosophes, mais un tout autre schéma que j'ai reproduit sur le livret. On pourrait le simplifier en disant que c'est une sorte de 8 couchés. Alors c'est une jolie image, parce que le 8 c'est le symbole de l'infini. Donc un 8 couché, je vais essayer d'utiliser du papier plutôt que l'éponge pour effacer le tableau. Voilà. Le 8 est le symbole de l'infini en mathématiques. Et c'est bien parce que ça montre que ça ne finit jamais. Mais c'est un 8 qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une des deux sphères du 8 qui tourne sur elle-même. Donc on pourrait le représenter comme ça, voilà, un 8, à condition que ça puisse tourner aussi comme ceci, mais de temps en temps aussi tourner comme ça. C'est-à-dire, eh bien, pour me connaître moi-même, il faut à la fois, de temps en temps, être seul avec moi-même, ce que j'ai appelé la solitude méditative, méditer, seul avec soi. Et ça, c'est nécessaire. Si nous n'avons pas, Nietzsche le dit, alors il y a une phrase qui est un peu énorme, hein, il dit « Celui qui n'a pas les 2/3 de sa journée pour lui-même, les 2/3 de sa journée, est un esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut, politique, marchand, fonctionnaire, érudit, etc. » Alors je pense qu'il exagère. Les 2/3 de sa journée à soi, personne ne peut. Mais il faut tout de même un moment de solitude ou de dialogue avec soi, et de temps en temps aussi, au contraire, entrer en compagnie avec autrui.
La compagnie, c'est un joli mot, compagnie, hein, on partage le pain. C'est l'origine du mot compagnie. On est à table, on partage le pain avec les autres, on les accueille, c'est l'hospitalité, c'est le partage du pain. Bon. Et pourquoi il faut qu'il y ait une alternance, j'ai employé un gros mot, bon, une dialectique entre la solitude et la compagnie. Et il faut les deux. Et c'est peut-être là où Pascal a tort, je pense que Pascal a tort, de penser qu'il suffit de s'enfermer en soi-même pour pouvoir connaître sa misère, savoir qui nous sommes, des êtres pleins de vanité, d'orgueil, de péché. Bon, d'après lui, il faut aussi la compagnie qui, elle, aussi ne suffit pas. Donc il faut à la fois autrui et ma propre compagnie, enfin mon propre rapport à moi-même, pour deux raisons. Premièrement, il n'y a que nous qui savons vraiment ce que nous avons fait et le sens que nous avons donné à ce que nous avons fait. Nous savons ce que nous avons fait, et c'est même, on pourrait dire, une définition du moi, je pense, c'est peut-être la meilleure définition. Quand nous nous demandons qui sommes-nous, finalement, nous sommes notre mémoire. Si nous ne nous souvenons plus de ce que nous avons fait et dit, qui sommes-nous ? Une amnésie radicale, être amnésique, n'est-ce pas, c'est perdre toute sa mémoire, c'est une chose affreuse. On ne sait plus qui on est. Donc la mémoire est sans doute... Alors, celui qui le montre le mieux, c'est John Locke. Je ne fais que citer le nom de celui qui a démontré ça. Il y a plein d'exemples très drôles d'ailleurs. Mais on trouve en toutes lettres chez Hume l'idée que si quelqu'un avait exactement la mémoire de tout ce que nous avons dit et fait, il serait nous. J'imagine, mettons, un historien qui connaisse très très bien Charles de Gaulle, qui connaisse tous les événements qu'a vécu Charles de Gaulle en tant qu'historien. Il serait Charles de Gaulle, d'après John Locke. Donc c'est un cas limite. John Locke a inventé les cas limites, hein, ce qu'on appelle un cas limite pour raisonner, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que personne d'autre que nous n'a pu faire dans tel lieu et à telle heure telle chose. C'est bien nous qui sommes les témoins de ce que nous avons dit et fait tel jour, à telle heure, en tel lieu. Et puis l'autre connaissance que nous avons de nous-mêmes, quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, dans la solitude, c'est le jugement moral. Qui d'autre que nous c'est l'intention que nous avons eue quand nous avons agi. Personne d'autre que nous. Ça, c'est notre citadelle secrète. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. N'est-ce pas ? Je vous regarde, vous me regardez, mais personne ne sait la pensée, l'intention. À quoi nous pensons au fur et à mesure que nous nous regardons. La pensée d'autrui nous échappe. C'est le domaine de la morale. La morale, c'est le domaine des intentions, le domaine de la volonté du bien. On nous accuse d'avoir volé, d'avoir menti. Il n'y a que nous qui savons si vraiment nous avons volé ou menti. Les faits sont contre nous. Nous allons subir une erreur judiciaire. N'empêche que moralement, nous sommes non coupables, évidemment. Nous avons, comme on dit, notre conscience pour nous-mêmes. Donc certainement, que lorsque je m'isole, que je médite sur moi-même, que je fais retour sur moi-même, j'acquiers sur moi-même une connaissance que je n'aurais pas sans cela. Alors, ça nous arrive en fin de journée, n'est-ce pas ? Nous faisons le bilan. Alors, nous nous demandons, où en sommes-nous ? Et parfois, en nous arrêtant sur nous-mêmes, en faisant le bilan, nous reviennent des choses. Et nous saisissons davantage le sens de ce que nous avons fait. Ça arrive, n'est-ce pas ? Enfin, quand j'étais à l'école, école chrétienne, on appelait ça le soir l'examen de conscience.
Donc on faisait un petit bilan, n'est-ce pas, un petit bilan de ce que nous avions fait durant la journée. Et après, on disait au Seigneur, merci mon Dieu de nous avoir pardonné tout ça. Et nous dormions du sommeil du juste. Alors, on pourrait s'arrêter là et dire, très bien, nous nous connaissons nous-mêmes. Ah non, non, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous avons simplement la certitude subjective de ce que nous sommes. Nous sommes certains, à nos propres yeux, de nous souvenir d'une chose et d'avoir voulu telle ou telle chose. Mais il y a autrui, le regard d'autrui. Et il arrive que les autres nous disent « mais tu n'as jamais dit ça » ou « tu as dit autre chose » ou « nous t'avons vu faire autre chose ». Alors là, on quitte un autre principe, un autre domaine que celui de la mémoire. On pourrait dire que c'est la mémoire qui devient vraie, la mémoire qui devient objective. Ce n'est plus la mémoire qui est vraisemblable, mais elle devient vérité. De même, là aussi, la morale va devenir une sorte de vérité extérieure. Oui, madame ? Je vous en prie. Nous avons notre conscience et nous avons aussi notre inconscience. Alors vous dites que nous avons aussi notre inconscience, pas notre inconscient, notre inconscience. Qu'entendez-vous par là ? Je traduisais inconscient. Plutôt l'inconscient au sens de la psychanalyse. Ah oui. Alors très bien. Vous voulez dire que nous ne savons pas toujours le sens de ce que nous faisons. Nous croyons faire le bien et... Oui. J'ai conscience pour moi et il y a un inconscient, une inconscience. Absolument. Je vous soupçonne d'avoir lu Sigmund Freud. Non. Oui, bien sûr. Bien sûr, ce sont tous les faits dont nous sommes conscients et qui nous échappent. Les lapsus, les actes manqués. Comment ? Oui. 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 Très bien. Oui, bien sûr. Certainement que la psychanalyse dont nous avons cité un exemple tout à l'heure avec Winnicott est un argument capital, je pense, parce qu'elle est quand même bâtie sur des faits. Un lapsus, ça s'observe. J'invite ma belle-mère à manger du poisson. Je me penche vers elle. Tiens, mémé, un peu de poisson. Poisson. Je l'ai dit. Qu'est-ce que t'as dit ? Non, j'ai... Tu veux que je crève ? Mais moi, mémé, mais pas du tout. Tu sais bien que je t'aime. Ah, c'est terrible. On l'a dit, c'est ça, oui. Donc là, en une phrase, la psychanalyse sans doute nous apprend que la conscience de soi n'est pas la connaissance de soi. Ce n'est pas parce que nous avons conscience, nous nous souvenons de ce que nous avons fait, de ce que nous avons jugé, que nous savons que c'est bien ça que nous avons voulu. Nous pouvons vouloir autre chose. La mort de la belle-mère, par exemple. Je ne dis pas que ça peut se comprendre, quoique, bon, c'est un classique. Je me rappelle aussi une fois, c'était un mariage, il y avait un jeune couple qui était là, qui allait bientôt se marier, et donc le jeune homme présente sa fiancée à l'assemblée. Je présente ma mère, et la jeune femme, je vous l'avais dit, il me prend pour sa mère, j'en ai marre. Et nous avons assisté à une scène de futur ménage. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès. Hein. Donc merci de votre intervention, vous avez tout à fait raison. Alors vous allez voir, c'est étonnant quand même. Il y a des noms qui vont apparaître auxquels on ne pense pas, qui sont exactement des noms de science de ce dont nous avons la mémoire et de science de ce dont nous avons la conscience morale. Et en même temps, c'est un autre domaine, et ça vient d'autrui. Et là, il faut bien admettre que la connaissance que les autres ont de nous font partie de la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Alors quelqu'un trouverait-il le nom, enfin c'est marqué sur le document, mais bon, le nom de cette science de ce que nous-mêmes nous avons fait, pourtant c'est nous qui l'avons fait, mais qui devient science parce qu'autrui en a un savoir. Donc,
On dit souvent, cette science, c'est la mémoire de ce dont nous n'avons pas la mémoire. C'est la science du passé humain. Évidemment, l'histoire. L'histoire. L'histoire rend objective ou vraie la certitude de la mémoire et parfois peut la contredire. Il y a des archives, des papiers. On retrouve un jour un document que nous avions écrit il y a très longtemps, que nous avions complètement oublié. Une lettre, un SMS. Méfiez-vous, méfions-nous, n'est-ce pas? Bon. Donc les archives qui sont l'argument objectif. Alors il faut interpréter l'archive, bien sûr, la faire parler. Mais même si c'est la moins science des sciences, la moins scientifique des sciences, l'histoire est tout de même une science. Ça n'est pas un mythe. Il y a une connaissance du passé humain, tout de même. Et puis, pour la morale maintenant, alors vous allez voir, là aussi il y a un décalage. Ça ne correspond pas exactement à ce que nous trouvons quand nous sommes seuls dans notre chambre. C'est le regard d'autrui. Alors c'est le jugement, non pas en termes de bien et de mal, mais on s'en tient aux apparences extérieures, aux faits et aux paroles publiques, en termes de juste et d'injuste. C'est le domaine du droit. Tout à l'heure j'ai parlé d'erreurs judiciaires, n'est-ce pas? Le droit, c'est bien la justice extérieure. La justice intérieure, notre conscience intérieure échappe pour toujours au juge. Nous pouvons être certains d'être innocents et être condamnés. Et à l'inverse, être relâchés alors que nous sommes une crapule. C'est possible. Les tribunaux connaissent malheureusement cette suprême hésitation quand même, fragilité de la justice humaine. Mais il est possible aussi que parfois le droit nous fasse comprendre qu'on avait tort de croire qu'on avait raison. En route, nous étions sûrs d'être sur la route, d'être dans les limites de la vitesse. Mais non, monsieur, vous dépassiez les vitesses. Ah bon? Sincèrement. Je dis ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Bon, j'étais persuadé d'avoir respecté les vitesses. Non. Alors, qui a raison? L'instrument de mesure de la police, malgré tout, non? Bon. Donc nous pouvons, en effet, ne pas nous connaître nous-mêmes alors que nous sommes sincères et francs, n'est-ce pas, à notre égard. Alors j'ai mis un gros point d'interrogation dans le schéma, là, pour montrer que, de même qu'autrui ne connaît pas nos intentions, nous sommes dans la solitude morale, la solitude de notre mémoire, de même nous ne connaissons pas les intentions d'autrui à notre égard. Et si nous voulions connaître les intentions d'autrui à notre égard, je crois que nous commencerions à sombrer dans la folie. Ah, la folie! J'ai une petite histoire à vous raconter à ce propos, pour vous montrer parfois la sagesse des fous, par rapport à nous qui sommes des normaux. C'est un monsieur qui se prend pour un grain de maïs. Et quand une poule passe, évidemment, il s'enfuit. Et donc son ami lui dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose quand même. Bon, tu ne peux pas, à chaque fois qu'une poule passe, t'enfuir à toutes jambes. Non, ça n'est plus possible. Il faut que tu comprennes pourquoi tu te prends pour un grain de maïs. Enfin, que tu cesses de croire que tu en es un. Débrouille-toi. Je te donne l'adresse d'un psychanalyste, encore une fois. Bon, va le voir. Il va le voir. Le temps passe. Quelques années plus tard, à Troyes, pourquoi pas, tiens, à Troyes, ce monsieur retrouve son ami qui se prenait pour un grain de maïs et lui demande « Alors, comment vas-tu? Tu te prends toujours pour un grain de maïs? » « Ah non, non, c'est fini, je suis guéri. » « Ah bah écoute, répond son ami, j'en suis très heureux. » Alors il marche un peu, il devise et vint à passer une poule. Et voilà que le monsieur s'enfuit à toutes jambes. Alors son ami lui court après, c'est pas possible, il m'a dit qu'il était guéri. Il lui court après, et puis au bout de quelques minutes, la poule étant hors de vue,
celui qui se prenait pour un grain de maïs et qui ne se prend plus pour un grain de maïs s'arrête de courir, son ami le rejoint, explique-moi, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu ne te prenais pas, mais oui, je sais que je ne suis pas un grain de maïs. Mais les poules, elles, est-ce qu'elles le savent? Donc, méfiance, sagesse des fous. Alors maintenant, il faut passer à la pratique maintenant. Dernière partie de ce propos, pratique de la solitude. Est-ce qu'il faut, comme le dit Nietzsche, passer les 3/4 de sa journée? Non, à soi-même, ça n'est pas possible. Bon. Alors, je ne sais pas, il me manque un peu de temps, j'ai promis de m'arrêter vers 8 heures. Je vais essayer de tenir parole quand même. Vous lirez, parce qu'il y a un rapport évident entre la solitude et l'amitié. Là, il faudrait faire un petit détour sur ce qu'est l'amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Et avec, évidemment, la comparaison avec un mot qui est très proche en français, mais aussi en latin, l'amour. Et en général, on dit, c'est même un sujet du baccalauréat, je crois, est-ce que l'amitié est un amour incomplet? Non, je ne vous le donnerai pas ce soir. Hein. Ouais. Si je dis baccalauréat, est-ce que l'amitié est un amour incomplet? En général, les jeunes répondent oui, bien sûr, parce qu'on s'arrête à la ceinture. Donc l'amitié, c'est le sentiment, c'est l'intelligence aussi, donc le cœur, disons, et la tête, mais en dessous, pour parler comme Platon, c'est pour Platon, l'âme a 3 parties, n'est-ce pas? L'âme, correspond à la tête, c'est la pensée, la partie de l'âme qui correspond au cœur, c'est le courage et le sentiment, la volonté, et en dessous, c'est les désirs, les envies, les besoins, la partie un peu animale. Bon, voilà. Donc l'amitié s'arrête là. Et alors j'aime bien, au contraire, la définition que donne Platon, pas Platon, Kant de l'amitié. Pour lui, l'amitié, c'est pas quelque chose qui exclut l'amour, ou qui s'oppose à l'amour, ou qui serait moins que l'amour. L'amitié englobe l'amour. L'amour est une partie de l'amitié. Dans l'amitié, il y a 2 parties. Le respect pour l'autre, parce qu'il est libre. Le respect. La distance, comme dirait l'homme de théâtre, n'est-ce pas? La distance. Et puis, de l'autre côté, l'amour. La distance, parce que l'autre est un être libre, je n'ai pas le droit d'en faire un objet. Je dois toujours respecter son libre choix. Et il ne m'appartient pas. Et de l'autre côté, l'amour, qui est contraire, l'attraction. Vouloir faire de mon bonheur le bonheur d'autrui, ou vouloir que le bonheur d'autrui soit aussi mon bonheur. Et le risque de l'amour, c'est toujours de confondre les deux. On a toujours tendance à prendre son propre bonheur pour le bonheur de l'autre, alors que l'autre n'est pas toujours heureux comme nous le sommes. Alors Kant dit, cet équilibre entre le respect et l'amour, qui définit l'amitié, est un équilibre impossible. Mais on essaye, sans arrêt, n'est-ce pas? Bon, voilà. Je tenais à le dire parce que sinon, nous risquons de nous quitter en ayant une conception de l'amitié qui serait pauvre, l'amitié comme exclusive de l'amour, la solitude étant peut-être, au fond finalement, le manque d'amis, je pense, plutôt que l'absence d'autrui. Ce qui n'est pas pareil, oui, je pense. D'où la difficulté après de s'isoler si nous avons. Être seul, s'isoler, c'est renoncer pendant un temps à ses amis. Donc la solitude est douloureuse, je l'admets, mais elle est nécessaire. C'est un choix. Mais un choix nécessaire si on veut même être ami avec ses amis. Ah, il y a une personne qui veut raconter sa vie. Donc, oui, je vous en prie. Oui, des moments, je suis contente d'avoir mes amis. Mais dès que je me suis distrait, je suis ravie de rentrer dans ma grotte. Mais est-ce que vous rentrez en vous-même quand vous rentrez dans votre grotte? Et ce recul ne me fait pas regarder forcément moi, mais souvent j'ai une analyse des choses qui reviennent spontanément. Et j'y vois des choses qui m'ont plu, Ah ben, voilà.
vous êtes en train de parler de ce que c'est que la méditation solitaire. Même des comportements que j'ai eu pour Alors, échapper. puis-je vous poser une question? Est-ce que vous le faites toute seule en parlant à voix haute, en écrivant? Non, c'est cérébral. D'accord. C'est comme si Parce que alors justement, la dernière partie du propos, oui, il y avait une caméra qui avait tout enregistré à mon insu et qui, dans ma solitude, sort déclenche, qui rend tout bien. très bien. Oui? On n'entend pas du tout. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Cette dame disait que quand elle était seule, sans ses amis, ce qui lui venait à l'esprit quand elle était seule, c'était comme si ce qu'elle avait vécu avait été enregistré par une caméra qui se mettait à tourner et qui lui restituait tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Comme s'il y avait une sorte d'enregistreur au fur et à mesure. Oui, très bien. Alors on va essayer d'avancer encore un peu pour terminer. Est-ce que la pratique de la solitude ne pourrait pas avoir d'autres techniques, d'autres méthodes? Alors la solution qu'on donne en général, c'est... C'est pour ça que justement, chez les philosophes, c'est l'écriture qui est le moyen. Et je ne sais pas si vous-même vous l'avez conseillé à vos amis, mais quand quelqu'un va mal autour de nous, dans le deuil, dans la solitude, dans la difficulté, je crois un bon conseil qu'on peut lui donner, essaye d'ouvrir ou de reprendre ton journal personnel. Et le fait que ce soit difficile de le faire prouve que c'est quelque chose qui nous touche, qui nous atteint à l'intérieur de nous-mêmes. Alors pas forcément écrire longtemps, mais quelques mots, et si possible les pensées les plus noires. Et les écrire. Alors y aurait-il à ce propos des exemples? Alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a deux grands exemples sur lesquels je termine mon propos dans le petit livret que vous avez. Marc Aurèle, le stoïcien, qui a écrit ses pensées, qui n'étaient pas du tout destinées à être publiées et lues par les autres. C'était les pensées pour moi-même. D'ailleurs, le vrai titre, c'est en grec, hein, ta eis eoton, c'est à moi-même, à moi-même. Alors, par exemple, pour vous montrer, une des pensées de Marc Aurèle, page 7, il dit « Dès l'aurore, dès le matin, se dire à l'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. » Et il se prépare, oui. Tout cela leur vient de l'ignorance où ils sont, de la distinction des biens et des maux. Donc dès le matin, je me réveille, me remémorer les principes moraux. Voilà une technique parmi d'autres possibles. Il est seul, il l'écrit. Alors, là aussi, je ne peux pas trop le développer. Et peut-être surtout dans l'Aube, on pense aussitôt à quelqu'un qui a lancé une méthode un peu comme ça. Où on se dit, mais oui, très bien, bravo, Coué. Émile Coué, la méthode Coué, qui est une méthode d'auto-suggestion ou d'auto-instruction. Donc il a habité ici à Troyes, au boulevard Danton, merci beaucoup. C'est ça, pharmacien, humaniste, généreux, qui ne faisait pas payer. Alors j'ajoute, vous verrez, qu'est-ce que ça vaut la méthode Coué? Alors il y a une expérience qui a été faite par des psychologues, et on s'est rendu compte qu'en vérité, excusez-moi, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, les personnes qui ont une opinion assez bonne d'eux-mêmes, ça les aide. De se répéter régulièrement des instructions. Vous savez, c'est la formule chaque jour, je vais de mieux en mieux à tous les points de vue. Chaque jour, je vais... Bon, on répète, je crois 10 fois. Hein. C'est ça la méthode, n'est-ce pas? Le matin quand on se réveille, quand on est encore au lit, ou le soir quand on va s'endormir, pour pratiquer l'auto-hypnose, l'autosuggestion. Donc ça marche sur les gens qui ont une bonne idée d'eux-mêmes. Mais par contre, si au départ, par exemple, vous n'avez pas eu une mère qui était auprès de vous quand vous étiez jeune, qui vous empêchait de jouer, qui ne supportait pas que vous jouiez à côté d'elle, il y aura une telle distance entre l'idéal que vous voulez atteindre et vous-même que ça va vous déprimer. Bon, l'expérience des psychologues vaut ce qu'elle vaut. Alors Marc Aurèle, lui par contre, ce n'est pas de la psychologie, il a toute une théorie philosophique, toute une conception du bien et du mal, de la nature, de la vérité, du raisonnement, qui est derrière
son journal personnel. Hein. Alors, bon, au moins cette phrase magnifique. Enfin, je connais rarement des phrases aussi belles que celle-là. Une des phrases dans lesquelles il résume toute sa morale. Et on pourrait passer 3 conférences là-dessus. 3 conférences. Je la lis, page 7 vers la fin. Ce qui apporte la perfection de la manière de vivre. Donc la morale parfaite. Qu'est-ce que c'est? Passer chaque jour comme si c'était le dernier. Pas facile. Donc vivre au mieux, parce que ça va être c'est le dernier. Comme si, c'est pas faire que c'est le dernier, non, faire comme si c'était le dernier. N'est-ce pas? Ce n'est pas une invitation au suicide, évidemment. Sans s'agiter, sans se précipiter. Avec les portables. Bon. Sans indolence, sans s'assoupir. Et sans faire semblant, sans jouer un rôle. Quand on relit ça, vraiment, il me semble que tout y est. Une pensée magnifique. Alors, on va dire, bon, c'est très bien, c'est une belle formule. En fait, ce que fait Marc Aurèle, ce sont des bonnes intentions, c'est tout. Comme nous, après les fêtes de Noël ou de jour de l'an, on prend des bonnes résolutions qu'on ne tient pas. Ah, alors c'est pour ça. Pour vous montrer ce que c'est que la philosophie, il faut ajouter que dans la philosophie des stoïciens, qui est la philosophie de Marc Aurèle, l'intention morale, c'est toute la morale. La seule chose qui dépend entièrement de nous, c'est notre volonté du bien. Et ça dépend toujours de nous. Et si nous avons cette volonté du bien, notre action est parfaite. Il ne lui manque rien. Qu'après nous puissions réaliser le bien ou pas, ça ne dépend pas de nous. C'est étonnant, cette conception-là. Mais vous voyez, pourquoi après Marc Aurèle écrit ça? C'est en accord avec sa philosophie. Voilà. Alors l'image qu'il donne pour ça, c'est une très belle image, c'est l'image de l'archer. Un archer. Quand il vise 2 choses en fait. Il vise d'abord la cible, qui est extérieure, et puis ce qu'il vise, c'est de l'atteindre. C'est ce qu'on appelle, alors en grec c'est télos. Le télos, c'est le but que lui, il a. Atteindre la cible. Et puis à la cible, qu'est-ce qui dépend de moi entièrement? D'atteindre la cible. Mais de l'atteindre réellement, ça ne dépend pas de moi. Et vouloir atteindre la cible, ça nous le pouvons à chaque instant, sans cesse. Alors il ajoute, c'est d'ailleurs pour ça que l'art de vivre, ce n'est pas vraiment un art. Parce que si vous pratiquez un art et qu'on vous interrompt brusquement, c'est raté. Vous êtes en train de fabriquer une sculpture et on vous interrompt, la sculpture est inachevée. Ce n'est pas une sculpture parfaite. Vous dansez, bon, la danse est à elle-même sa propre fin, vous n'allez nulle part, vos mouvements sont apparemment autonomes, ils n'ont pas d'autre but qu'eux-mêmes. Oui, mais si on interrompt le geste de la danse, il est inachevé. C'est un geste incomplet. Et donc il dit, au contraire, l'acte de vouloir le bien, lui, est toujours parfait. Donc il n'y a pas d'art moral ou d'art de vivre. La morale est supérieure à l'art. C'est pour vous donner un peu une idée de ce que c'est que la morale de Marc Aurèle. Et donc pour conclure, en un mot, Schopenhauer a raison de dire qu'il y a un avantage à être seul, on est sans les autres, seul avec soi-même, mais il a raison à moitié. Il parle que de ce moment-là. Il oublie complètement le regard que les autres ont sur nous, la connaissance que les autres peuvent avoir de nous, qui nous aide à nous connaître et à les connaître, et à entrer en relation d'amitié avec eux. Bon, alors il est vrai, Schopenhauer était un misanthrope. Il avait une certaine fortune, il l'a entièrement léguée à son chien. Schopenhauer. Il a légué sa fortune à son chien? Oui. Super, bonne idée. Oui. Le chien a apprécié, bien sûr. C'était un autrui de qualité. Non mais, bon, là aussi, c'est à cause de sa mère ne l'a pas aimé. Bon, mais il y a sans doute des raisons aussi inconscientes. Bon, il est vrai. Hein. Sa mère était cantatrice, elle avait un grand succès.
il a toujours reproché à sa mère de ne pas l'avoir aimé. Et je crois que son père s'est suicidé. Bon. Alors, de là après à dire la vie de Schopenhauer explique la philosophie de Schopenhauer, il y a un pas qu'en principe les philosophes ne franchissent pas. Il peut y avoir une différence entre la vie et la vérité. Bon. Pour en dernier mot conclure, avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, évidemment, il existe donc une bonne solitude. Mais elle est difficile. Elle est très difficile. S'isoler pour faire un examen de conscience, comme on dit, ou même parfois simplement noter ses rêves, simplement, sans plus. On peut plus noter ses mauvaises pensées quand on est dans le désir de vengeance ou dans la haine. Il faut déposer la haine, il faut l'écrire. Et apparemment, enfin, à chacun d'en témoigner, comme on dit, de manière simple, ça marche. Ça marche. Ce n'est peut-être pas encore la connaissance de soi, mais c'est déjà un meilleur rapport à soi-même. Parce qu'on on se sépare de ses amis. Ah. Alors peut-être, dirais-je, c'est très difficile, de nos jours. Avec cette ambiance de spectacle continuel, de divertissement. Jamais l'humanité a été autant entourée d'images, de tentations, de divertissement. Le cinéma, la télévision, les appareils, enfin, les téléphones cellulaires. Quand on compare il y a un siècle ou deux, c'est un univers. Je cite d'ailleurs un livre de l'historien Corbin, Henri Corbin, qui dit Histoire du silence, page 6, la raréfaction des lieux et des temps de silence, en particulier dans les villes. On ne peut pas être en silence en ville. Ne parle même pas des supermarchés. C'est insupportable. Même dans les cafés, dans les restaurants, il y a une sorte de musique continuelle, comme pour occuper nos pensées, ne jamais nous laisser seuls avec nos propres pensées. Et dernière remarque, il dit les minutes de silence sont de plus en plus maintenant remplacées par les minutes d'applaudissements. Ça n'a rien à voir. Donc peut-être aujourd'hui, ce serait plus difficile. Mais quand vous ne souffrez pas de vous isoler de vos amis quand vous êtes seul avec vous-même. Permettez-vous, madame, que j'en conclue que vous avez eu une bonne mère. Ça c'est moins sûr. Bon, très bien. Non. Très bien, merci beaucoup. S'il y a des questions, évidemment, encore, un peu comme celle-ci, qui est évidemment une question très difficile, hein, qui peut-être, ça dépend peut-être de nos histoires personnelles, la difficulté à s'isoler soi-même. Toutes les questions sont bienvenues, les remarques, les critiques. Pardon ? Cet homme qui léguait sa fortune à son chien, mais on l'entend dire. Oui, ça arrive. Très bien. Ah, une question quand même, peut-être, apparemment. Très bien. Question, mais je pense que la solitude, on peut la vivre dans la nature, effectivement, en marchant. Ça aide aussi à penser, sans avoir besoin d'écrire, penser qui est dans la. Vous me faites penser à une expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. J'ai dû remplacer quelqu'un un peu au pied levé pour aller faire une heure de philosophie auprès de repris de justice. Ça s'appelle, je crois, la composition judiciaire. Au lieu de les envoyer en prison, on leur demande de subir un stage de quelques jours. On les forme et s'ils viennent au stage, ils payent en plus pour venir au stage. Alors ils sont dispensés de peine en prison. Et alors justement, j'étais étonné, il y avait 2 personnes qui tenaient un journal personnel et qui disaient que ça les aidait à vivre. Et donc le soir, elles écrivent leur vie. J'étais très étonné. Et un monsieur a dit, mais moi aussi je suis seul. Quand je vais dans la nature et que je suis au contact de la nature, je suis seul, je me sens bien. Et je pense que ce monsieur n'était pas pour autant en relation avec lui.
être en relation avec la nature, ce n'est pas forcément faire retour sur soi de manière critique. Vous voyez, je crois qu'il y a quand même un degré, il y a une différence. Qu'en pensez-vous? Peut-être qu'on peut être dans la nature pour s'oublier un peu soi-même. Oui. Ah, certainement. Oui. Alors, pense que la marche dans la montagne facilite la pensée, ça c'est certain, ça, bien sûr. Oui. Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a plein d'exemples. Parfois même au téléphone, quand une chose est importante, on ne peut pas rester assis. On se met debout à faire les 100 pas, et là, ça aide à être plus présent à ce qui se dit. Enfin, justement, un cas. Mais je pense que ces personnes qui philosophent mieux, qui pensent mieux en marchant dans les montagnes ou dans les forêts, ne pensent pas forcément à elles-mêmes. Vous voyez, je crois qu'il y a une différence. S'arrêter, comme ce monsieur qui m'a beaucoup étonné, là, ce jeune homme qui était d'ailleurs d'origine étrangère, je crois un Portugais, qui n'était pas, je ne pense pas qu'il avait la nationalité, enfin bon, repris de justice pour une affaire de hashish, je crois, bon. Qu'il tienne son journal personnel, je n'en revenais pas, je n'arrive pas à le faire moi-même, hein, bon, j'essaye, j'ai de la peine, je le dis, bon, ça m'a beaucoup étonné, et vraiment, il nous a fait une leçon de philosophie et de qualité de vie personnelle, un jeune homme qui tenait son journal personnel. L'autre personne, elle, a par contre parlé de son beau-frère qui faisait ça. Mais bon, ce n'est pas pareil, n'est-ce pas, de parler de son beau-frère et de parler de soi-même, bon, évidemment. Alors, je n'ose pas poser la question au public. Combien de personnes essayent ou ont tenu un journal personnel ou... Non, c'est peut-être un peu indiscret, mais je pense que c'est difficile. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste vraiment à vous remercier beaucoup de votre patience. Ah, une question encore, madame? Donc vous dites qu'il y a beaucoup de moyens de communication aujourd'hui qui engendrent la solitude, bien sûr. Oui. Ah, très bien, très bel exemple. Un jeune homme et une jeune fille qui sont peut-être même fiancés et qui sont au restaurant. Absolument, absolument. Comme disait un professeur de communication, les vases aussi communiquent. Les vases aussi communiquent, les vases communicants. Donc ce n'est pas parce qu'on communique qu'on est vraiment présent à l'autre. On ne fait qu'échanger des données de manière artificielle et extérieure. La grosse différence entre la communication et la communion. Être proche de quelqu'un, c'est une chose qui est très différente de la simple communication. Bien sûr, bien sûr. Alors il faudrait faire tout un développement là-dessus. Qu'est-ce que c'est que communiquer? Très bien. Merci encore une fois à tous, mesdames, messieurs. Merci beaucoup.